bonjour à tous. Bon, c'est évidemment pour moi un très grand plaisir d'être ici, à plusieurs titres. Tout d'abord parce que je suis géologue, donc évidemment, et je vais y revenir dans mon discours sur l'importance des géosciences dans ma carrière personnelle. Et je ferai un petit peu, je vous montrerai comment j'ai perçu géosciences de travers ma carrière. J'en profite ici pour saluer quand même, je ne vais pas faire un discours protocolaire, mais quelques personnes qui sont importantes. D'abord, Madame la vice-présidente de l'université, Madame la déléguée, Madame la déléguée adjointe, chère Anne, et puis évidemment quelqu'un qui m'est très cher, et qui je crois qui est très cher à Rennes en général, et à Géosciences, c'est Jean-François Carpentier, avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler pendant toutes ces années, et je crois que c'est quelqu'un qu'on apprécie particulièrement ici, donc je tenais à le signaler. Alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est un grand plaisir ici, parce que j'ai le plaisir de rencontrer ma première rencontre avec les Rennais. J'étais étudiant, je ne sais plus si j'étais en licence ou en maîtrise, j'en souviens plus très bien. C'était en 1787, excusez-moi, 1987 ou 1988, c'était à Paris, c'était au moment de la présentation des trottoirs écorce. Écorce sur les Pyrénées des Alpes, et il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, un grand monsieur qui avait beaucoup de classe, qui s'appelait Pierre Choucroux. Et Pierre Choucroux nous a présenté les travaux, ses premiers travaux sur le programme écorce. J'étais très impressionné. Et je me souviens c'était un moment très marquant, puisqu'il y avait dans la salle quelqu'un qui s'appelait Jacques de Delmas, qui était professeur à Grenoble, Institut de Lemieux, qui avait une vision, c'était le géologue alpin, et en fait il avait des visions complètement opposées. Jacques de Delmas était intervenu en disant c'est n'importe quoi, cette vision des montagnes, en particulier des Alpes, parce qu'il a une vision très stratigraphique et très statique d'une chaîne de montagnes. Et Pierre Choucroux, à travers ses travaux, à travers le programme écorce, vous avez montré une vision très dynamique et une vision lithosphérique de ce qu'était une chaîne de montagne. C'était un changement majeur, et c'est à partir de là que j'ai commencé à réaliser l'importance de ces travaux. Et évidemment, quand j'ai continué ma thèse sur le granit du Manaslu, que j'ai fait à Grenoble, pas avec de Delmas, naturellement, c'était des travaux importants, les travaux des Rennais. Évidemment, on a parlé hier du papier qui est un papier fondamental, le papier de Berthet, Choucroux chez Gouzeau 79, c'est un papier fondamental. Il a apporté énormément à la communauté. Il apporte toujours, je ne sais plus, hier, Denis qui disait les CS, c'est ringard. Non, c'est pas ringard, on utilise ça tous les jours, on en a encore parlé. C'est majeur, c'est un travail important. Moi qui travaillais sur les granites, les travaux de Jean-Pierre Brun étaient complètement importants. Les travaux, le papier de Brun et Ponce 81, c'est un papier majeur. Je vous invite à relire la thèse d'étape de Jean-Pierre. C'est majeur, il a apporté, c'était déjà une vision extrêmement quantitative. On est dans les années 80. C'est quelqu'un, alors qu'on était très descriptif par ailleurs, c'était une vision complètement quantitative de la mise en place des granites, qui avait très très bien compris tout de suite que le problème de la mise en place des granites, c'était l'espace. Et qu'il fallait créer l'espace, parce que sinon, pour mettre un corps dans un autre corps, c'est pas facile, il faut créer il faut que cet espace-là. Et donc, il fallait une accommodation tectonique pour la mise en place de ces granites. Donc, c'est des travaux qui sont très très importants, et qui vraiment m'ont percé vraiment très tôt en tant que jeune chercheur. Il faut que j'en mette les lunettes. Donc, je vais pas y aller. La deuxième personne que j'ai rencontrée, la deuxième Rennaise, c'est toi, Cécile. Tu n'étais pas encore à Rennes, je crois. Tu venais régulièrement à Lyon parce qu'il y avait ta copine, Isabelle Daniel. On a parlé tout à l'heure de l'école Gillet. Philippe Gillet était encore professeur ici même, et il commençait à partir vers Lyon. Et donc son équipe, Isabelle qui était étudiante, Guillaume Fiquet qui venait d'être nommé chargé de recherche au CNRS, Bruno Renard, évidemment, Christophe Écuyer, mais Christophe n'était pas dans l'équipe de Philippe, il était encore ici à cette époque. Tous ces gens-là ont migré sur Lyon, moi j'étais sur Lyon, et toi tu venais régulièrement à Lyon. Et c'est aussi pour moi un message important que je voulais faire passer. Je vous tiens à remercier ici l'université d'avoir promu cette dame, parce qu'elle apporte beaucoup à Rennes et à la communauté, et c'est très important que des gens comme ça, qui apportent beaucoup, sont des femmes très impliquées, soient promues, donc un grand merci et félicitations. Donc ça c'est très important. Et vous avez ici on a parlé de la parité, je pense que c'est un élément très important. Les efforts sont faits au CNRS dans les recrutements. Tous les recrutements au CNRS maintenant dans les sections sont 50-50, autant d'hommes que de femmes. On est très attentif à ça, on ne déroge pas à ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça va prendre encore du temps d'arriver à la parité dans le laboratoire, mais on y va petit à petit, et c'est vraiment très important. Et pourquoi je dis ça?
C'est parce que quand vous regardez les analyses internationales sur le fonctionnement des grandes entreprises, en particulier, les entreprises qui marchent le mieux au monde, ce sont les entreprises où vous avez autant d'hommes et autant de femmes qui sont en particulier au pilotage de ces entreprises. Et donc, on doit aller petit à petit vers ce modèle, et effectivement, qui dit qu'on est un peu loin à Rennes, mais comme partout dans nos laboratoires, dans nos universités, on est encore loin de cette parité. Alors, donc effectivement, je vous disais que pendant que je faisais ma thèse, j'ai suivi ma thèse en 93, ça fait quelques années, et donc en fait, je suis né scientifiquement en même temps que je suis en Sciences Po. C'est exactement la même période. Et donc c'est vrai qu'il y avait des travaux très importants. Ça a été dit tout à l'heure, les gens qu'on a cités tout à l'heure, Philippe Gillet, Philippe David, Pete Cobol, dont on a parlé hier, etc., c'était des gens qui comptaient, qui faisaient ce lien très très important entre thermicité, dynamique de la Terre, modélisation numérique, modélisation de la vie. Et celle des grandes écoles rennaises, elle a vraiment porté de façon très importante, pas que la tectonique, mais tout l'ensemble de la compréhension sur la dynamique de la LECF. Ça, vraiment, je tiens à le rappeler, parce que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment fondamental. Alors, au-delà de ça, au-delà de ces aspects, évidemment, sur la dynamique de la Terre, il y a des gens qui ont compté et qui comptent toujours à Rennes. Je pense en François. François était très important. J'ai un souvenir, je ne sais plus exactement quand c'est, je pense que c'était l'université. Et vous avez quelqu'un qui rentre dans une salle, un gabarit, et avec une voix incroyable, truculente, et qui nous présente des résultats complètement nouveaux sur la stratégie séquentielle. C'est une époque importante qu'il a vraiment apporté en France, vous le réalisez peut-être pas, tous, là, je vous disais, mais qui a vraiment apporté une nouvelle vision de la stratégie en France. Là encore, c'est pareil, on est passé de quelque chose qui était très passif, très descriptif, très stratigraphique, à quelque chose qui était infiniment dynamique. Et finalement, l'évolution de nos laboratoires, qui va maintenant sur les processus autour de l'eau, de l'érosion, etc., c'est hérité. N'oubliez pas, c'est hérité de toutes ces années où on est passé d'une vision extrêmement passive, très descriptive des chaînes de montagne, très descriptive des bassins, à une vision très dynamique. Et maintenant, si vous en êtes là, avec tout ce qui fait cette richesse, et j'y revenir, en particulier sur les travaux que j'ai cités, sur l'environnement, sur l'eau, etc., c'est vraiment hérité de toute cette époque. Il y a une vraie tradition rennaise, finalement, de la dynamique, de la compréhension des processus. Je crois qu'il faut aussi citer des gens qui ont compté, parce que, et ça a été dit d'ailleurs, c'est bien d'avoir rappelé, l'école rennaise, c'est pas que l'école de la tectonique, c'est aussi la géochimie des stables. Serge Fourcade a énormément apporté à la géochimie des stables. Philippe Vidal a été quelqu'un de très important, ça a été un des premiers à développer en France la géochimie isotopique. Il y a une anecdote célèbre, il faut que je vous la raconte rapidement. Allègre avait un étudiant en thèse qui travaillait sur le dernier trimestre, on est en 78, si je me souviens bien, en 80. Et c'est les premiers moments de la datation de Saint-Marin-de-Monodi. Et cet étudiant, je ne sais pas le nom, produit à la RST le premier âge isotopique en Saint-Marin-de-Monodi, et il aligne tous les points. Et il se trouve qu'en parallèle, ici même à Rennes, Philippe Vidal analysait ces échantillons, ça avait été traité par l'article fort, et il s'aperçoit qu'en fait, c'était pas vrai du tout. Il y avait un rapport, je ne sais plus si c'est une néodyme ou Saint-Marin, peu importe, qui n'était pas bon, et en fait, il avait montré que l'étudiant d'Allègre, sous la pression de l'Allègre, avait trafiqué les données, et ça a mis à un procès, etc. Et ensuite, enfin, c'est passé. Donc, tout ça pour vous dire que cette tradition de la géochimie aussi, qui est très forte, mais aussi, et de la géochronologie, qui est toujours extrêmement forte aussi, eh bien, elle est héritée de cette époque. Alors, pour continuer, je pense que c'est pourquoi j'évoque toutes ces personnes, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, et toi qui l'as bien fait, tu l'as bien montré que moi, c'est que je pense qu'une des particularités que je trouve de ce laboratoire, c'est qu'il s'est construit autour de personnalités qui étaient incroyablement fortes. Et qui ont vraiment porté une vision complètement nouvelle sur les sciences de la Terre, qui a vraiment imprimé, vraiment en France, et je le dis fortement, ça fait partie des laboratoires, au même titre que l'IPG, au même titre que Montpellier. C'est un endroit où les sciences de la Terre ont
vraiment été importants et ont contribué à l'ensemble du national, et évidemment aussi à l'échelle internationale. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on en a déjà parlé, vous avez le laboratoire, un certain nombre de ces personnes ont décidé de changer de cap, d'aller plus vers les aspects environnementaux, vers les aspects sur les ressources, en eau en particulier. Ça a été une période difficile. L'adolescence de Sciences Rennes a été une période extrêmement turbulente. Je l'ai vécu et on était inquiets, je ne vous le cache pas, dans la communauté, parce que ce laboratoire, qui était un laboratoire vraiment phare, qui représentait vraiment quelque chose de remarquable dans la communauté, est passé par des années sombres. C'était pas réforme, mais enfin quand même ça a été compliqué, une période vraiment difficile. Et je peux vous assurer que, pour avoir discuté en particulier avec mon prédécesseur, à l'INSU, Éric Hummler, la question s'est posée de la fermeture de ce laboratoire. Au moins pour le CNRS, ce n'était pas pour l'université, puisque évidemment il y avait des enseignants-chercheurs. Mais la question s'est posée. C'était tellement compliqué que la question vraiment s'est posée fondamentalement, est-ce que ce laboratoire, compte tenu de toutes ces difficultés, devait poursuivre ou pas. La bonne décision était de dire, on continue, on fait un seul laboratoire, il n'y a pas de séparation entre les parties plus eau, environnementale, ressources et la partie plus géologique, historique, si vous voulez, ce qui faisait le cœur du laboratoire initial. Et ça a été un sacré pari. Et ces gens-là, en fait, ont été visionnaires. Je pense qu'il faut le dire, je peux le dire d'autant plus facilement que je viens de la Terre solide. Mais compte tenu des enjeux que nous avons devant nous, c'est-à-dire sur le changement climatique, sur la ressource en eau, sur les ressources en général liées à la transition énergétique, ces gens-là ont été des visionnaires. Et le laboratoire que vous avez maintenant est un laboratoire ultra performant qui a réussi à garder cet équilibre quand même entre la partie terre solide et qui la partie terre solide doit évoluer aussi. On parle des ressources. Évidemment, les ressources minérales, c'est un enjeu considérable dans la transition énergétique. Donc il y a des enjeux autour de ça, sur la compréhension des processus de concentration des métaux, sur les problèmes de fracturation, tout ce que vous voulez, et puis évidemment sur les aspects plus circulation de fluide, eau, environnement, etc. Et donc je pense que ces gens-là ont été visionnaires et vous êtes vraiment, vous redevenez vraiment en France des leaders de ces thématiques. Et je pense que c'est une vraie force, je pense que c'est ce que tu as montré. La réussite, que ce soit évidemment sur les IRC, sur les programmes européens ou autres, c'est évidemment parce que vous avez su faire cette transition majeure et que vous êtes un laboratoire de pointe qui a su faire cette transition. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un super laboratoire. Vous avez su garder, je pense, votre ADN. Il y a des mots-clés ici, à Rennes. Il y a le terrain, il y a l'expérimentation, il y a la modélisation, l'analyse multiméthode et multi-échelle, la physique et la chimie de la Terre. Ça, c'est votre ADN de départ. C'était il y a 30 ans ou 40 ans, et c'est toujours le cas, même si les champs disciplinaires ont un peu évolué, vous gardez ces ADN. Je pense aussi à un point très important, et c'était bien démontré, c'est votre capacité, votre ancrage sur le territoire. Vous travaillez vraiment dans votre territoire breton, et ça vous fait extrêmement bien. Ça, non seulement par les projets que vous pouvez obtenir, mais aussi par le fait que ces projets sont ici, sur ce territoire, sur les problèmes divers et variés, que ce soit, on a parlé de la zone noyée sud-armorique et minière, on a vu évidemment toutes les applications actuellement sur les ressources en eau, c'est fait ici, et à côté de ça, vous êtes extrêmement tourné sur l'international, avec évidemment les gens de national, parce que pour moi, il est évident. Mais vous êtes aussi très tourné, et donc vous avez cette capacité très forte à rester ici ancré sur votre territoire, de façon très forte, mais aussi avoir cette capacité à vous engager sur des programmes internationaux. Je pense aux masters internationaux, c'est une vraie originalité de ce que vous faites ici. Ça ne se fait pas beaucoup de l'université en sciences de la Terre. Alors je ne vais pas être très long. Je tiens à remercier, et puis peut-être juste pour... pardon, juste un petit message aussi qui va dans le même sens. Il y a 1 an et demi, on est venu, la direction de l'INSU, on est venu visiter les laboratoires du site. Dimitri était là, Olivier était là, et je vous assure, on est parti ensuite sur Nantes, et je me souviens de là, on s'est dit, mais waouh, Rennes, ça booste. Vraiment, ce qui se passe à Géosciences Rennes, ce qui se passe à Lozure, c'est remarquable. Vraiment, on s'est dit, c'est vraiment une dynamique incroyable. Il y a des gens qui sont des visionnaires, il y a des gens qui voient les choses, qui comprennent, et vraiment, c'est un endroit chapeau. Et je tiens à remercier ici les deux personnes, là, les directeurs actuels, Olivier et puis Dimitri, parce que vous faites un boulot tout à fait remarquable. Vous n'êtes pas les premiers, évidemment,
Mais vous êtes dans cette bonne continuité, c'est bien, vous faites un super boulot. Et je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est qu'un laboratoire, c'est évidemment des pilotes, c'est des chercheurs, mais c'est aussi des ingénieurs et des techniciens. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les laboratoires, ça fonctionne parce qu'il y a du support à la recherche. On a vu hier, Jean-Jacques, ça fait une démonstration remarquable de ce qu'était le laboratoire de modélisation. Et ça, je tiens à le souligner, c'est très important. Et tu parlais de la diminution du nombre des ITERA. Je pense que l'université a parfaitement entendu ton message. Ils vont mettre les tutos qui nous manquent. Dans les 3 années à venir, on a fait un cadeau d'espace. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Monsieur le Président, vous avez entendu mon message. Très bien. Parfait. Alors, donc pour terminer, je crois que je ne veux pas être plus long. Le laboratoire a 30 ans. Je crois qu'il est vraiment mature. Il y a une très très belle maturité. C'est un vrai plaisir de voir comment vous évoluez pour nous. Voilà, je parle maintenant à la direction du monsieur. Enfin, on voit nos labos, c'est un peu nos bébés. Hein, on adore nos laboratoires, on les voit grandir, on les voit évoluer. Et on voit ce laboratoire qui est vraiment magnifique. Et vraiment, je le dis sans embâche. Et je ne cherche pas à vous flatter, je pense. Je n'ai pas l'habitude de mentir. Quand je suis François Le Serre, j'étais dans un autre laboratoire, on était ensemble dans un comité, j'ai dit des choses. Et donc là, si je vous dis que je trouve que votre laboratoire est tout à fait remarquable, c'est que je le pense. Et donc par conséquent, au moins au niveau du CNRS, mais je pense que l'Université relayera aussi mon message, on vous soutiendra.